bonjour et bienvenue, bienvenue à vous qui êtes dans cette salle, mais bienvenue également à vous qui êtes derrière vos écrans. Je suis très heureux en tant que président de Lille Place Financière, partenaire du World Forum sur la thématique finance durable, d'animer cette keynote sur la transition et sa mise en œuvre. La transition vers une économie décarbonée, condition sine qua non de la limitation du changement climatique, est une nécessité. Chacun désormais l'admet. Cette prise de conscience, d'ailleurs, progresse au sein de la population, même si sa mise en œuvre, elle, pose des difficultés, et la COP26 est là pour nous le rappeler. Une transition écologique qui doit s'accompagner d'une transition vers une économie plus inclusive, une triple transition en quelque sorte. Le secteur financier, comme l'économie en général, ne manqueront pas d'être impactés. Le secteur financier et ses acteurs ont également un rôle clé à jouer pour favoriser cette transition vers une économie plus vertueuse. Pour nous éclairer sur ces enjeux, deux grands témoins. Cécile Cabanis. Cécile, bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de Tikeo Capital, en charge des fonctions capital humain, ESG, RSE, communication et brand marketing depuis septembre 2021. Vous étiez précédemment chez Danone, où vous occupiez les fonctions de directrice générale finance, stratégie, système d'information, achat, cycle et développement des ressources durables, membre du comité exécutif et sponsor de la diversité inclusive. Société Danone, dont vous êtes vice-présidente du conseil d'administration. Vous êtes par ailleurs présidente du comité d'audit et membre du conseil d'administration de Schneider Electric et présidente du comité d'audit et vice-présidente du conseil de surveillance d'Unibail-Rodamco-Westfield. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ludovic suivant. Ludovic, vous êtes économiste du groupe Allianz, premier assureur et investisseur en Europe, précédemment chef économiste de l'Air Hermès, filiale d'Allianz et leader mondial de l'assurance crédit. Avant de rejoindre le secteur privé, vous avez travaillé à la Banque mondiale, aux Nations Unies, à l'INSEE, et vous enseignez l'économie à HEC et à Sciences Po. Nos deux témoins nous feront partager leurs convictions durant une vingtaine de minutes avant d'ouvrir une session d'échange et répondre à vos questions. Questions de la salle, mais encore une fois, questions de vous qui assistez à cette keynote à distance. Alors la question que je vais vous poser, Ludovic, en commençant par vous, est la suivante. Ludovic, dans un récent article des Échos, vous paraphrasiez Churchill en avertissant que cette transition impliquerait du sang, des larmes, nécessiterait des sacrifices nécessaires à l'émergence d'une économie bas carbone, en indiquant que celle-ci coûtera cher. Alors, à l'économiste, je pose la question des enjeux financiers. De combien parle-t-on? Comment l'économie, les marchés de financement peuvent-ils faire face à ces défis? Et puis aux représentants d'un acteur majeur du secteur assurantiel, quelle solution peut apporter l'assurance par la couverture du risque, et est-ce soutenable, mais aussi par une politique d'investissement volontariste? La place est la vôtre. Merci beaucoup Grégory, merci d'avoir cité ce magnifique article des Échos. J'espère que vous êtes sur la digestion, donc si je vous promets du sang, de la sueur et des larmes, ça ne va pas vous faire trop plaisir, mais l'idée de cet article, c'était de parler du fait que je trouve qu'on est un peu dans une forme de Disneyland climatique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui font des promesses et en fait quand on doit expliquer aux gens que ça coûtera plus cher, que ça veut dire changer des modes de consommation, des modes de production, quand on rentre dans le dur, souvent ça se fait pas forcément de façon de façon aussi belle que quand on écoute les promesses des hommes politiques. Et si vous vous rappelez, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la mondialisation. On nous avait dit la mondialisation, c'est le bonheur pour tout le monde. Et en fait, il y a des gagnants et des perdants. La transition climatique, la transition énergétique, c'est un peu pareil. Et donc, ce que je disais là, c'était un peu un appel parce qu'on était juste avant la COP26. Et tout le monde nous disait Kumbaya, ça va bien se passer et tout. Et vous avez vu un peu le résultat de la COP26, c'est un peu décevant, notamment sur la sortie du charbon. Et donc, je voulais juste rappeler ça, c'est-à-dire que d'abord, je vais développer 5 points qui sont importants pour moi dans le secteur financier, secteur assurantiel. Grégory vous l'a rappelé. D'abord, on fait face à un sujet d'illettrisme climatique. C'est-à-dire que nous, juste avant la COP26, on a fait une enquête chez Allianz où on a demandé aux gens s'ils savaient ce que ça voulait dire l'économie zéro carbone à 2050, s'ils savaient pourquoi les gens se rencontraient à Glasgow, s'ils savaient quel serait
enfin, combien de temps on a pour réduire l'augmentation de la température à 1,5 degré sans overshoot, ce qui est le dernier rapport du GIEC de cet été. En fait, on s'est rendu compte qu'en gros, il y a une personne sur 3 qui comprend un peu quelque chose. Le reste, c'est vraiment... on est très loin du niveau d'information dont on a besoin pour faire les changements dont il est question. C'est pas grave. Dans la finance, on a l'habitude. Il y a beaucoup d'illettrisme financier, enfin de manque de culture financière. Si vous regardez les rapports de la Banque de France, il y a 60% des Français qui ne savent pas calculer un intérêt annualisé. Vous savez, le fait que vous gagnez 2% de taux d'intérêt pendant 10 ans. Je vous pose la question. Si on vous donne 100 euros aujourd'hui, on les place à 2%. À la fin de 5 ans, est-ce que vous avez moins de 100 euros, 100 euros, plus de 100 euros? Il y a 60% des Français qui répondent mal à cette question. Donc sur le changement climatique, c'est pas étonnant, c'est quelque chose de très jargonneux, de très expert. Et donc ça m'inquiète. Pourquoi? Parce que c'est l'affaire de tous. C'est-à-dire qu'on est tous acteurs du changement sur nos modes de consommation, mais aussi on est activiste quelque part. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité générationnelle peut-être d'activer le changement climatique. Moi, dans la finance, je sens vraiment que c'est notre rôle de participer aux solutions de la lutte contre le changement climatique. En tant qu'employé d'une grosse entreprise du secteur de la finance, j'y pense quand je vais bosser. Alors, je ne suis pas médecin urgentiste et je n'ai pas soigné les gens de la Covid. Donc, bien sûr, pendant la crise, je n'étais pas sur le front. Mais je me dis que la reconstruction, je peux peut-être jouer un rôle. Et ce rôle, c'est de m'assurer que mon entreprise, les entreprises qu'on finance, les entreprises qu'on assure, sont sur une trajectoire qui est plus vertueuse lorsqu'il s'agit de son verdissement, de l'inclusion, donc la lutte contre les inégalités et le changement climatique en gros. Donc ça c'est le premier sujet, il y a un problème d'information, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Les gens entendent beaucoup de choses, la France est très en avance sur la finance durable, on a une place financière de renom sur la finance durable, on a plein d'entreprises leaders du secteur, mais je ne pense pas que c'est rentré vraiment dans la tête des gens qu'on a une génération pour... on n'a même pas une génération, on a peut-être une demi-génération pour faire les efforts dont il est question pour éviter un coût climatique sans précédent. C'est-à-dire des catastrophes naturelles plus fréquentes, plus sévères, des inondations, des feux, et des populations déplacées, et certainement des coûts pour le secteur de l'assurance d'ailleurs, qu'on ne sait même pas si on pourra supporter. Le changement climatique, ça teste l'assurabilité des risques. Vous l'avez vu face à la pandémie, vous avez entendu que ce soit le président, le Premier ministre, le ministre des Finances, tout le monde s'est tapé les assureurs. Bon, il fallait que ça arrive. Donc ils nous ont tous dit oui, vous les assureurs, vous n'avez pas payé. En fait, c'est juste parce que on pouvait pas, vu que c'était un risque systémique, probabiliste et exponentiel. En fait, il n'y a pas de bilan d'entreprise qui est assez fort pour payer ce que... Enfin, en France, vous avez vu combien on a mis sur la table, hein, on a mis presque 10 points de PIB, presque 10 points de PIB. On n'aurait pas pu payer ça avec les bilans des assureurs privés. Sur le changement climatique, c'est pareil. Et donc c'est pour ça que ça va être un effort de chacun. Et donc c'est mon premier message. Informez-vous. Il y a des tonnes de capsules éducatives, pédagogiques. Parlez-en entre vous. Essayez de comprendre ce que ça veut dire. Ça ressemble à de la religion quand vous en parlez, quand vous écoutez les gens à la télé, parce que c'est très jargonneux, il faut y croire ou pas y croire, mais en fait c'est très rationnel. Et donc intéressez-vous au sujet, intéressez-vous à des sujets aussi complexes que le prix de la tonne de CO2, intéressez-vous aux énergies alternatives, essayez de vous informer autant que vous pouvez, parce que vous pouvez être vous aussi acteur du changement, en étant soit plus frugal, mais surtout en faisant acte de militantisme, que ce soit par le vote ou dans votre communauté d'entreprise. Donc c'est le premier sujet, l'information, c'est hyper important. Et dans la finance, on a un boulevard devant nous pour rendre les produits financiers plus transparents sur leur impact carbone et ESG. C'est-à-dire aujourd'hui, vous allez voir les banques, vous avez vu le nombre de questions débiles qu'ils vous posent pour savoir si vous êtes averse ou pas au risque. Ça prend des plombes. Ben, on devrait faire peut-être la même chose pour vous s'assurer que vous savez sur quoi votre épargne est investie. D'accord? Est-ce qu'elle est investie dans une entreprise marron ou est-ce qu'elle est investie dans des solutions bas carbone? Bah ça va peut-être faire partie des produits financiers de demain, ou du moins moi c'est un souhait. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille avec Allianz, essayer de voir comment dans les produits d'épargne, les produits d'assurance vie par exemple qu'on offre, mais on est aussi gérant d'actifs, hein, on a 2 gros gérants d'actifs, on gère 2000 milliards, ça fait beaucoup de chiffres, hein, mais d'euros chez Allianz. L'idée c'est de dire est-ce que les gens quand ils investissent chez nous, ils sont conscients de ce sur quoi nous on investit comme intermédiaire. Donc ça c'est le premier sujet, l'information. Deuxième sujet, c'est il faut rester très humble sur ce qu'on sait, sur ce qu'on ne sait pas.
Pourquoi? Parce qu'en tant qu'économiste, bah, moi j'ai appris l'économie, on m'a dit l'offre, la demande, les prix, tout ça. On sait faire des choses sous contrainte. Un économiste, ça sait estimer un prix d'une ressource rare, ça sait voir comment l'offre, la demande répond, les politiques publiques, etc. Mais comment on traduit ça dans la réalité d'un bilan d'entreprise et Cécile est directrice financière, donc elle connaît ça beaucoup mieux que moi, comment le compte de résultat est affecté par ça. Mais moi, en tant qu'économiste, je me pose plein de questions. Je ne sais pas, par exemple, si la transition bas carbone, on va l'appeler comme ça pour faire simple, elle va être inflationniste ou pas. Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Dans mes modèles, je ne sais pas faire parce qu'on n'a pas l'histoire. J'ai une intuition. L'intuition, c'est que ça va être un peu inflationniste au début, parce qu'il va falloir payer un peu plus cher pour faire des choses un peu mieux, mais que très vite, ma théorie économique me dit, bah, si tout le monde le fait, on va pouvoir refaire baisser les prix. Donc, c'est pas forcément inflationniste, ou peut-être pendant une période très très courte, d'accord. Pourtant, quand on demande aux gens, toujours dans cette enquête, bah, ils nous disent, moi, je veux bien faire la transition bas carbone, en revanche, je veux pas payer plus cher, quoi. Donc, c'est toujours un peu pareil. Dire les gens, ils veulent faire, mais quand ça touche au porte-monnaie, bah, ils veulent moins faire, quoi. En tant qu'économiste, je ne sais pas, par exemple, si la transition bas carbone, elle se fait avec beaucoup moins de croissance, beaucoup plus de croissance. J'ai une certitude, c'est que ça se fait avec mieux de croissance. Moi, je pense que si on fait bien la transition énergétique, on va pouvoir créer des emplois, on va pouvoir créer de la croissance, de l'innovation. Mais ça, c'est un souhait plus qu'une réalité. Ce qu'on sait, par exemple, aujourd'hui sur la transition d'un secteur comme le transport, c'est qu'il faut environ 80 milliards d'euros pour financer la transition bas carbone du secteur en Europe, seulement en Europe. Donc ça veut dire beaucoup d'argent, public, privé, pour s'assurer que le transport de demain est rentable, sert les usagers et aussi bas carbone. Donc ça, c'est que le transport. Vous imaginez, pour un pays comme l'Allemagne, que je connais un peu, bah, on estime qu'à horizon 2050, pour atteindre cette neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on n'émet pas plus de carbone qu'on en absorbe ou qu'on en utilise, bah, il faut à peu près 500 milliards. Ça vous paraît beaucoup, et c'est beaucoup en fait, 500 milliards. Ça voudrait dire que l'Allemagne, tous les ans, elle va investir 20-25 milliards pour la transition bas carbone, que ça marche. On n'est pas sûr que ça marche, hein. Est-ce que j'investis dans l'hydrogène? Est-ce que l'hydrogène sera utilisé? Est-ce que j'investis dans la batterie? Vous avez vu la batterie, par exemple, c'est un truc très compliqué. Il y a plein d'entreprises qui se sont cassées les dents sur l'invention de la batterie. Donc, deuxième sujet, il faut rester humble par rapport à ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Il faut rester très ouvert à l'innovation parce que la transition bas carbone, elle se fera qu'avec l'innovation. Et en tant que financier, bah, nous, on essaie de travailler ensemble. Par exemple, Alliance a lancé un truc qui s'appelle l'Alliance des porteurs de bilan. Donc, en fait, on est allé voir tous les gens qui gèrent votre épargne pour vous, les gens chez qui vous avez investi pour votre assurance vie, les fonds de retraite, les fonds souverains qui investissent dans l'économie réelle et tout ça. Et on est allé les voir, on leur a dit, écoutez, il faut qu'on se mette ensemble parce qu'en fait, il faut qu'on anticipe comment on va faire cette transition bas carbone ensemble comme un secteur financier. Parce que si on ne le fait pas ensemble, en fait, on va peut-être financer des trucs qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Bah, c'est pas facile. Parce que, par exemple, le nucléaire français, les Allemands, ils disent, maintenant, on va pas mettre d'argent dans le nucléaire, c'est débile, quoi. Vous avez vu Fukushima. Les Américains, ils disent pareil, ils disent, ouais, c'est sympa, mais regardez-nous, on a Tesla. Donc, en fait, nous, on va mettre de l'argent chez Tesla. Ou alors, on va mettre de l'argent dans euh, euh, les transports aériens, et nous, on a du transport ferroviaire, vous voyez. Donc, on a essayé de se mettre ensemble en se disant, bah, même si on ne sait pas exactement les lois économiques de demain, la finance est assez gros pour avoir un effet critique qui fait qu'on peut essayer d'avoir un effet taille, des économies d'échelle dans la façon dont on finance le vert. Alors, il y a plein de choses qui sont nées de ça. Il y a des taxonomies. C'est-à-dire qu'on dit, bah, ça c'est vert, ça c'est marron. Moi, en tant qu'économiste, j'aime pas trop ça parce que ça bouge pas trop. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire on arrête d'acheter Total et on achète le truc éolien. Bon, ça veut rien dire en fait. Il faut que tout le monde aille vers une forme de verdissement. En économie aussi, on ne sait pas, par exemple, aujourd'hui, ce que la transition écologique va coûter au rendement financier. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, vous avez des produits d'épargne qui vous donnent 1%, 2%, 3%. Si vous êtes investi en actions, ça peut vous donner 10%. Mais on ne sait pas si demain, parce que la transition énergétique ou écologique, elle va être un petit peu volatile, ça ne va pas vous faire perdre 20% et vous faire regagner 30% le lendemain. Donc en fait, il y a beaucoup de questions et donc il faut rester très humble là-dessus parce que les solutions, on va les développer au fur et à mesure. Le seul truc qui marche, c'est de se mettre ensemble. Donc c'est pour ça que ça se fait au niveau européen, c'est pour ça que si on peut le faire au niveau mondial, on le fait. On n'a pas réussi à la COP26, mais on va réessayer, hein. On avait réussi l'accord de Paris. C'est pour ça qu'il faut que les entreprises, les territoires, c'est pour ça que les Hauts-de-France doivent se mettre ensemble pour travailler là-dessus, parce qu'il y a des solutions locales.
Troisième sujet, dans le rôle de la finance, j'ai parlé de combien vous pouvez être, vous, acteur de votre épargne, en demandant à ce que votre épargne soit investie sur des choses un peu bas carbone. J'ai parlé du fait qu'on va aussi voir un petit peu les effets économiques. Est-ce que la transition ne va pas s'imposer à vous par les coûts? La transition, c'est aussi une histoire de politique publique. On ne vit pas dans un vase clos, il y a des politiciens qui s'engagent sur des trucs et qui font des politiques publiques. La Banque centrale européenne, par exemple, a dit bah, moi, je vais verdir ma politique monétaire. Ça veut dire tout et n'importe quoi. Ça veut dire que bah, si une banque veut du financement de la Banque centrale, elle va devoir lui apporter des collatéraux qui ne sont pas des actions Total, en gros. Je suis désolé pour Total, j'adore Total en plus, donc ça n'a rien contre Total. C'est juste, je prends un exemple qui parle aux gens qui sont avec nous. Mais on va prendre, on va dire, l'entreprise marron, quoi. Bon. C'est pas sympa pour Total. Hein. Mais prenons un autre exemple. Les politiques budgétaires, dans le plan de relance de la France, 100 milliards. Il y a 34 milliards de ces 100 milliards qui sont sur le verdissement. Les aides à la rénovation thermique des bâtiments. Je vois des gens qui sourient. Vous avez tous été démarchés par les gens qui vous disent qu'ils vont vous installer des trucs pour l'isolation de votre bâtiment avec les subventions publiques et tout ça. On a tous été démarchés. Mais voilà, il y a ça, il y a la décarbonation des sites industriels, il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'argent public, qui peut initier un petit peu d'argent privé d'ailleurs, l'investissement privé, pour décarboner et arriver sur ce chemin de croissance un peu plus neutre en carbone, quoi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les politiques publiques, elles jouent un rôle majeur dans la transition écologique et dans la finance. Comment? Via la régulation, la réglementation, via la fiscalité, via la création de marchés, le marché du carbone versus une taxe carbone, par exemple, via les choix de politique industrielle. Est-ce qu'on décide, en Europe, par exemple, on a décidé, au sortir de la crise, qu'on mettrait notre argent ensemble pour digitaliser, numériser et verdir l'Europe. C'est un choix de politique publique. Les Chinois, les Indiens, ils n'ont pas fait le même choix. Voyez, les Américains non plus d'ailleurs. Ils ont mis 2 trilliards, beaucoup d'argent sur la table, et ils vont attendre de voir si ça marche. Nous, on a fait un choix très fort, très net. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est très important de comprendre l'environnement réglementaire, fiscal, de politique publique dans lequel on est, pour comprendre le rôle que chacun doit jouer. Soit on s'y met un peu tout seul, et on évite que le pouvoir public vienne se mettre un petit peu dans des trucs avec tout ce qu'on sait de la force du pouvoir public, c'est-à-dire des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, quoi. Soit on attend, et en effet le risque c'est que ça soit un peu plus coûteux, un peu plus churchillien. C'est-à-dire que si on attend, vous avez vu la crise des gilets jaunes, on n'a pas voulu décarboner le secteur du transport routier en France quand on avait l'occasion de le faire, peut-être au sortir de la crise de 2008-2009. Il y avait une possibilité de décarboner. Obama, au même moment aux États-Unis, met énormément d'argent sur le vert. Nous, on n'en met pas assez. On a eu la crise des Gilets jaunes quand on essaie d'égaliser un petit peu le coût du transport énergétique et du transport à l'énergie d'ailleurs, avec ce que vous devez payer. Bon. Et on a vu ce que ça a fait sur le pouvoir d'achat. Et puis, à contrario, il y a un mois, on se dit, oh là là, on a peur des gilets jaunes, les prix de l'essence s'envolent, et donc on a sorti 3,8 milliards d'euros pour le chèque énergie, 100 balles à tous les gens qui gagnent moins de 2 000 euros et tout ça. Bon. C'est le budget du CNRS en France. C'est le budget du ministère de la Justice. Enfin, donc on a cramé 3,8 milliards pour éviter la pression énergétique. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que la transition énergétique, elle doit se faire entre le public et le privé. Le privé tout seul ne le fera pas, on n'est pas des bisounours. Le public tout seul ne pourra pas le faire parce qu'il n'aura pas les reins assez solides pour le faire. Mais il y a plusieurs façons d'envisager la coopération publique-privée. Soit le privé le fait avec des solutions du secteur privé incitées par le public, soit le public va arriver avec les gros sabots et va imposer au privé de le faire. C'est ce qui coûte par exemple aujourd'hui au secteur automobile des milliards chaque année. Hein, vous vous rappelez peut-être pas parce qu'avant Covid, on se rappelle plus ce qu'il y avait, mais en 2019, récession industrielle en Europe, le secteur de l'automobile est affecté par les nouvelles règles réglementaires, les nouvelles règles sur l'émission des voitures. Ben ça, il faut éviter d'avoir ce type d'à-coup-là, parce que quand vous êtes chef d'entreprise, si vous n'avez pas la visibilité, vous ne pouvez pas faire les bons choix. Donc c'est pour ça que les politiques publiques autour de la transition énergétique, il faut les comprendre, les aider à les créer pour qu'elles soient les plus engageantes possibles pour une dynamique verte, plutôt que d'être des effets d'à-coup qui du coup créent des niches d'un côté, des bulles de l'autre, etc. Donc j'avais dit 5 choses, je vois le temps qui passe, donc je vais passer un peu plus vite sur les 2 autres choses.
Quatrième chose, dans le rôle de la finance. On parle beaucoup de la transition économique et écologique. La crise a révélé le besoin de la transition je ne sais jamais comment l'utiliser, mais la lutte contre les inégalités, donc le social. Donc, par exemple, ESG, c'est environnement, social et gouvernance. Je pense qu'on est tous conscients du fait que lors de cette crise, on a évité le pire. On peut critiquer tout ça, mais on a évité le pire à plein de niveaux. On n'a pas eu le chômage, on n'a pas eu les faillites, on n'a pas eu le type de crise qu'on a eu en 2008-2009, d'accord. Et pourtant, la façon dont on a déboursé les aides, la façon dont on a sauvé l'économie d'une crise sans précédent, a créé énormément d'inégalités, notamment de richesse. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat a été sauvé. En revanche, on voit tous au quotidien les inégalités de richesse exploser. Et en bon français, un peu révolutionnaire, on veut couper la tête des gens. Parce que ça nous emmerde que ces gens-là aient fait beaucoup d'argent à rester chez eux, alors que ma maman qui est aide-soignante, elle a été sur le front pendant toute la crise alors qu'elle a 65 ans, quoi. Donc ça rend fou. Et donc là aussi, et c'est un fait, je pense qu'on va de plus en plus être confronté violemment aux inégalités. Parce que les inégalités d'éducation, de santé, mais aussi les inégalités de logement ont été révélées pendant la crise, sur un territoire, je parle. C'est-à-dire les inégalités salariales entre un col blanc qui est resté chez lui ou chez elle et qui a pu faire des visioconférences, c'est mon cas. Moi, mon père qui était ouvrier toute sa vie, quand il est venu, qu'il a vu que mon métier, c'était d'être sur Teams et de parler à des gens en anglais, il a cru que c'était une blague. Il m'a dit, à quel moment tu vas bosser? Voilà. Donc, en étant quelqu'un qui vient d'un milieu très modeste, je l'ai vécu dans ma vie et je peux comprendre l'animosité que ça peut susciter. Quel rôle la finance peut jouer là-dedans? Tous les rôles que je viens de vous citer, ils s'appliquent aussi à la transition sociale. C'est-à-dire que plus d'éducation financière pour éviter, par exemple, que les gens qui ont un petit peu d'épargne forcée à cause du Covid la laissent sur le compte en banque grignotée par l'inflation, voilà, et qu'ils aillent l'investir. Ça peut être aussi plus d'informations pour que vous aussi vous bénéficiez des produits financiers qui vous permettent que votre argent travaille pendant que vous dormez, comme pour citer Warren Buffett, qui n'est pas à plaindre, vous voyez. Donc je pense que c'est important de remettre aussi cette histoire de la transition sociale. La transition écologique, on parle aujourd'hui de transition écologique juste pour éviter que les perdants soient toujours les mêmes. C'est-à-dire que les perdants de la mondialisation, c'était les ouvriers du secteur de l'automobile. Les perdants du changement climatique, ça sera de nouveau les ouvriers du secteur automobile à moteur thermique en Europe. Et donc, on a une responsabilité. Cette fois-ci, on ne peut pas dire « Ah, on ne savait pas, hein. Nous, la mondialisation, ça marchait pour tout le monde. » Non, là, on le voit venir. Et donc, il faut, pareil, que tous les acteurs se mettent autour de la table pour gérer ces sujets d'entropie, d'hétérogénéité des effets. Donc, dans la finance, il y a plein de choses à faire. La démocratisation des produits financiers. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, la crise a généré toute cette génération qu'on appelle Robin Hood, Robin des Bois, c'est-à-dire des gens, des jeunes, qui, comme chez nous, passent leur vie sur TikTok, Snapchat, Instagram, les tutos make-up, les machins, bon, mais qui aussi ont mis un peu d'argent dans la bourse et du coup, se sont un petit peu enrichis. Alors, il y a ceux qui font de la crypto-monnaie, là, les trucs machin. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont fans de crypto-monnaie, mais il y a eu aussi, parce que c'est les États-Unis, il y a plus de responsabilisation sur l'épargne et sur la finance. Les gens sont allés aussi un petit peu vers les marchés financiers, ont réappris à aller vers la bourse et tout ça. Et ce phénomène est en train d'arriver en Europe. On voit de plus en plus de jeunes qui se disent « je vais être acteur de mon revenu ». Alors bien sûr, quand vous avez 20 ans, vous ne réfléchissez pas à combien vous allez gagner à la retraite, quoi. Mais en revanche, on voit plus de gens autour de 40 ans se poser plus de questions sur l'adéquation de leur retraite. C'est-à-dire, ils savent qu'ils vont partir à la retraite, ils ne savent pas quand. Avant, on disait toujours, de toute façon, quand je vais partir à la retraite, il n'y aura plus d'argent, hein. Maintenant, on se dit, non, combien je vais avoir quand je suis à la retraite et tout ça. Et ce sujet d'éducation financière, mais ce sujet aussi de produits pour une plus grande démocratisation de l'accès à la finance, c'est quelque chose de majeur. Je pense que... Et il y a plein de solutions qui ont été développées pendant la crise, notamment des produits distribués par les banques de détail françaises, qui sont des produits d'épargne qui rapportent beaucoup plus que les produits auxquels on était habitué avant et qui investissent dans les entreprises du tissu local. D'accord, c'est pas la première fois qu'on a cette idée de fléchage de l'épargne, mais cette fois-ci, ils ont fait des trucs pas trop débiles. Donc ça, c'est utile. Voilà. Et dernier sujet, sur ce... Grégory, tu parlais, donc j'ai parlé de la partie investissement et tout ça, tu parlais du sujet assurantiel.
Nous, on est assureur et donc l'assurance, c'est la gestion des risques, c'est la prévention. Et donc la transition, c'est aussi une transition de gestion des risques. Je disais tout à l'heure, le changement climatique, comme la pandémie, c'était exponentiel, c'était probabiliste, c'était systémique. En fait, le cerveau, il n'est pas habitué à un truc qui double tous les jours. Et donc nous, on pousse beaucoup pour mettre à jour la culture de gestion des risques des entreprises et des ménages. C'est-à-dire que, encore une fois, pendant très longtemps, dans l'assurance, les produits sont hyper compliqués. Et donc, il y a besoin d'un choc de simplification très important pour que vous sachiez ce pourquoi vous êtes assuré. Et donc, moi, je milite, enfin, nous, chez Allianz, on a un truc qui s'appelle Simplicity Wins. Donc, la simplicité gagne, c'est super. Et on travaille beaucoup sur ces histoires de, par exemple, une assurance auto, une assurance habitation ou une assurance décès, pour s'assurer que les gens, au moment où vous leur vendez le produit, ils comprennent vraiment ce qu'il y a dedans. Ils ne sont pas sur le téléphérique en train de se dire ah, tu sais, si tu es assuré, si tu arrives un accident au ski, vous avez tous. Enfin, je sais pas, moi j'ai eu ça. Tout le monde m'a dit on m'a toujours. Il y a les mythes, les légendes urbaines, soi-disant quand vous payez avec la carte de crédit, vous êtes assuré. Vous savez, vous avez tous ce truc-là. Mais attends, si tu as payé avec ta carte de crédit, tu es assuré. Bon, moi j'ai jamais eu besoin d'hélicoptères qui viennent me chercher sur la piste, mais ça pose de sacrées questions. Le rôle qu'un assureur peut jouer dans. L'assurance, je trouve, c'est un très beau métier dans la finance. C'est un métier de contact, c'est un métier où on est là quand ça va mal chez les gens. Je pense que la prochaine étape, parce que le monde est devenu très complexe, parce que le cerveau a du mal à digérer tous ces nouveaux risques, tout ça, c'est la simplicité, c'est le choc de simplicité. Et le devoir de conseil, on parle beaucoup de ça dans les services financiers, c'est-à-dire pas signer un truc. Moi j'adore signer des trucs en ligne, hein. Je suis très partisan des trucs digitaux et tout ça, mais je crois que rien ne vaut la confiance qu'on peut avoir à parler à quelqu'un qui nous explique exactement ce pourquoi on signe, ce pourquoi on est couvert, ce pourquoi on n'est pas couvert. Et donc, encore une fois, ça fait un peu, je suis désolé, ça fait un peu la land, mais retisser du lien et s'assurer que dans cette transition qui nous dépasse un peu tous, hein, moi, j'aimerais pas, j'ai critiqué un peu les politiques et tout ça, mais j'aimerais pas être à leur place. C'est quelque chose de très difficile. Le seul vrai truc sur lequel on peut avoir un peu de poigne, de prise, c'est s'assurer que la classe moyenne, puisque les services financiers s'adressent principalement à la classe moyenne, les services financiers dont on parle, soit au courant et soit donc informés, mais aussi reprennent le pouvoir sur les couvertures qu'elles souscrivent, les produits qu'elles achètent. Et donc, c'est cet empowerment un peu mal dit à la française, qui, à mon avis, dans la finance, est le défi des 10 prochaines années. Parce que on a laissé ce qu'on a appris pendant la crise de 2008-2009, c'est que la finance, alors je ne sais pas comment disait le président à l'époque, mais sans visage, mon adversaire c'est la finance et tout. Ce qu'on a appris, c'est que la finance, pour la finance, ça marche pas. La finance, il faut qu'elle ait du sens, il faut qu'elle ait un impact, tout ça. Donc ça, on l'a appris il y a 20 ans, ou il y a 10 ans. On l'a à peu près, je pense qu'on l'a bien intégré. Prochaine étape, là, avec cette crise, c'est bien sûr la finance doit avoir du sens. Mais ce sens, il va au-delà du sens qu'il a pour moi, il a du sens pour la communauté. Et ça crée un niveau de complexité plus grand. Par exemple, c'est comme le consentement à l'impôt. Les gens, vous voyez, il y a un délitement du consentement à l'impôt. Bah, c'est pareil sur les produits financiers aujourd'hui. Quand vous allez devoir expliquer aux gens, bah, les rendements vont être un peu moindres, ou la prime d'assurance, elle est un peu plus élevée, parce qu'il y a l'effet sur vous, sur votre logement, sur votre livret d'épargne, etc. Mais il y a aussi l'effet sur la planète. C'est une révolution copernicienne dans un monde très individualiste, etc. De se redire que la finance, elle est là aussi pour faire cet amortisseur social, écologique. C'est quelque chose qui n'est pas forcément dans l'ADN des entreprises financières. Voilà. Et deuxième chose, ce n'est pas quelque chose pour lequel les gens viennent naturellement nous voir. Mais j'espère que c'est la révolution qu'on a mise en marche de notre côté. Et j'espère surtout que les gens vont se rendre compte que il faudra travailler avec des entreprises financières, par exemple, qui auront ces engagements. Parce que aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'entreprises, y compris financières, qui n'ont pas pris ces engagements-là. Et j'espère que les gens sauront reconnaître la ligne livrée. Pour moi, c'est quelque chose de très important pour s'assurer qu'on amène
l'argent vers ces entreprises qui ont eu ces engagements, qui prennent ces engagements, qui le font au quotidien. Voilà. C'était l'introduction, ou du moins l'introduction que je voulais donner. Merci encore de m'avoir invité et au plaisir d'échanger avec la salle ou avec... voilà. Un enjeu de formation et d'éducation. Merci beaucoup, Ludovic. On le voit aussi, beaucoup d'incertitudes, l'impérieuse nécessité d'agir, mais au travers de la finance et par nos choix conscients, choix d'assurance, choix d'investissement, on a aussi la capacité d'agir. Donc, merci beaucoup, Ludovic. Comme vous le rappeliez, donc, vous aurez l'opportunité de poser des questions et vous qui nous suivez à distance, vous avez la capacité de poser des questions sur le site. Cécile Cabanis, directrice financière, vous avez très tôt fait partager votre conviction que la performance, pour être durable, elle doit intégrer les dimensions sociales et environnementales. Comment une directrice financière engage l'entreprise, ses collaborateurs, son management dans ce double projet économique et sociétal? Et comment on convainc les investisseurs de réconcilier le temps long et la performance de court terme? Et puis désormais en charge des fonctions capital humain, ESG et RSE dans une société d'investissement, comment influe-t-on et accompagne-t-on les entreprises vers une démarche responsable? Merci. Peut-être avant ça, je vais rebondir sur le sujet d'information et de formation, parce que ayant travaillé 17 ans dans une entreprise alimentaire, on sait qu'on a mis le système alimentaire à bout de souffle. Et, et on a complètement déconnecté les consommateurs de leur alimentation. À tel point qu'il y a quelques années, il y a une étude qui a été menée en Angleterre où il y avait seulement 30% des Britanniques qui faisaient le lien entre le bacon et le cochon. Et il y a seulement 10% des écoliers qui savent dire aujourd'hui que les bananes poussent sur des arbres. Donc effectivement, l'enjeu de connaissance et de formation sur ce qui s'est passé et dans quel monde on vit et la reconnexion à notre environnement est extrêmement importante, et c'est le démarrage de tout. Donc moi, après 17 ans d'une société Danone que je ne présente pas parce que je suppose que vous la connaissez bien, je suis passée dans le monde financier, entre guillemets, et donc j'ai rejoint la société Tikehau Capital. Alors c'est quoi une société de gestion d'actifs alternatifs? C'est une société à qui les épargnants confient de l'épargne et on investit cette épargne au service de l'économie réelle et la vitalité des entreprises. Donc c'est quand même, par rapport au sujet qui nous occupe, une responsabilité extrêmement importante. Aujourd'hui, Tikehau Capital gère 32 milliards. Donc c'est 32 milliards d'épargne qu'on met au travail, et donc avec la possibilité et un rôle extrêmement crucial sur où est-ce qu'on le met au travail, quelles entreprises on finance, quelle transition on finance, quel secteur on finance. Et justement, c'est toute la difficulté de la transition qui nous occupe, c'est qu'elle est collective. Et Ludovic disait, on est un peu individualiste, mais c'est vrai qu'une transformation qui est collective, avec des parties prenantes qui ont des intérêts contradictoires, que ce soit les fournisseurs, les clients, les politiques, les investisseurs qui veulent leur rendement, les entreprises qui veulent aller dans une certaine direction, si on n'arrive pas à aligner les intérêts, si on n'arrive pas tous à avoir un objectif commun et aller dans le même sens, ça rend le sujet très compliqué. Et je vais prendre des exemples, mais parce que vous vous retrouvez en permanence à gérer des injonctions contradictoires. Et donc, c'est un peu comme dans une entreprise, quand on dit on va faire un programme de transformation, il y a à peu près 3 étapes. C'est de savoir pourquoi on le fait, de savoir qu'est-ce qu'on fait, et enfin, comment on va le faire. Donc je pense que sur le pourquoi, on est tous aujourd'hui à peu près clairs, qu'il est temps d'accélérer la transition, qu'on parle de E ou de S d'ailleurs, qu'il faut qu'on se mette en marche parce que notre système est à bout de souffle et il ne tiendra plus. Une fois qu'on s'est fait peur, il faut qu'on se fixe des objectifs, et là aussi les objectifs, ils existent. Le climat, on a des objectifs qui existent, le 1,5 degré. Par exemple, on a les objectifs de développement durable qui sont absolument universels et sur lesquels on peut tous travailler, chacun avec sa maturité, chacun dans son secteur, chacun avec son niveau d'impact. Mais c'est vraiment les 17 objectifs qui nous rassemblent pour 2030. Et donc, je pense que sur le pourquoi,
au-delà de l'éducation qui continue à être nécessaire, parce que effectivement, et je réinsiste là-dessus, on a un niveau d'information et d'éducation qui est extrêmement hétérogène. Et aujourd'hui, on a un système qui est avec la mécanique des réseaux sociaux qui fait que finalement, en fait, on ne vous parle que de ce que vous connaissez ou des sujets sur lesquels vous êtes déjà d'accord. Donc Amazon, vous commandez un livre, on vous dit quel livre vous allez aimer. Donc en fait, vous commandez toujours dans le même type de choses. Donc on est en train de perdre de la curiosité et on est en train de perdre de l'acquisition de la connaissance. Et c'est super important, sinon on ne sait pas ce qu'on fait et on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et donc après, le sujet qui vient tout de suite derrière, c'est la mesure. Parce que ce qu'on ne mesure pas, on ne le gère pas. Et on ne culpabilise pas parce que par définition, on ne le mesure pas, on ne peut pas le gérer. Donc aujourd'hui, sur la mesure, on a quand même énormément progressé. Quand on regarde les mesures des empreintes de CO2 des entreprises, ça a énormément progressé. Chez Danone, on l'avait mis dans notre système général de comptabilité en 2008. Donc c'est des sujets qu'on connaît. Et pourtant, vous avez des entreprises qui valorisent en interne le CO2 100 € la tonne. Vous avez des crédits carbone que vous pouvez acheter 4 € la tonne. Et vous avez un espèce de marché assez volatile où il n'y a pas vraiment de prix fiable. Donc la mesure, elle démarre, mais ce n'est pas encore une mesure qui permet d'appréhender, de comparer, et pour des investisseurs et pour des personnes, d'être en mesure de dire voilà ce que ça coûte et voilà ce que ça va donner. Donc là aussi, il y a beaucoup d'efforts à faire sur la mesure. Et c'est en train de bouger, mais je reviendrai à la fin. Une fois qu'on a la mesure, il y a besoin d'un engagement. Il y a besoin d'un engagement. Et le problème de l'engagement sur ces sujets-là, c'est qu'il doit y avoir un engagement et une additionnalité. Parce qu'en fait, la majeure partie de vos impacts ne sont pas sur ce que vous faites tous les jours et que vous contrôlez. Ils sont dans les impacts directs et indirects que vous avez de par votre activité. Vous prenez Danone, 70% de son empreinte CO2 est dans l'agriculture amont. Donc, vous devez vous assurer que vous ne gérez pas votre impact à vous, ce qui va être finalement assez facile, mais qu'on est bien tous en interdépendance. Et comme on est tous en interdépendance, il y a des impacts directs et indirects en permanence et que cela aussi, il faut les gérer. Et d'où ce que je dis sur l'additionnalité. C'est-à-dire que la relation qu'on pouvait avoir il y a des années avec son fournisseur, où c'était la bonne quantité, la bonne qualité au prix le plus bas possible, c'est plus la solution qui va nous amener à faire les bons niveaux de transformation dont on a besoin. Il faut que ça devienne un partenaire, il faut partager de la donnée. Et il faut être beaucoup plus dans des relations de long terme et stratégiques, parce que la transition, c'est quelque chose de temps long. Et les mécanismes opérationnels, c'est du temps court. Donc il y a tout un sujet de réconciliation. Les consommateurs, ils vous disent dans la dernière étude qui a été publiée par Edelman qu'ils ne veulent pas en entendre parler, c'est le problème des entreprises. Donc quand on sait que le coût de l'alimentation aujourd'hui, on ne paye pas le vrai coût, que la transition et la transformation qui va concerner de remettre des espèces végétales, parce qu'aujourd'hui vous avez 12 espèces végétales pour 75% de l'alimentation, donc il va falloir remettre de la biodiversité, etc. Ça va avoir un coût. Donc là aussi, il va falloir le gérer. D'où le collectif et d'où comment on embarque toute la chaîne de valeur. Et l'additionnalité, quand vous vous placez du point de vue d'un gestionnaire d'actifs comme Tikehau Capital, c'est toute l'empreinte et dans les sociétés en portefeuille. Donc on investit de façon minoritaire ou on finance des sociétés. De façon indirecte, on doit se sentir responsable de l'impact que va avoir ces sociétés. Donc là aussi, c'est comment on engage, comment on apporte aussi de la valeur et pas uniquement une demande de reporting, mais comment on apporte de la valeur et qu'on co-construit un plan d'action pour s'assurer qu'on a le bon roadmap. Et je ne dis pas que du reporting, parce que dans la mesure, je pense que se sont lancés il y a quelques années énormément d'indices.
Je pense qu'il y avait une partie, c'était pour se rassurer et pour que les investisseurs puissent dire ils ont une bonne note sur tel indice, donc c'est valable pour moi. Sauf que vous vous êtes retrouvés dans les entreprises avec des trentaines de personnes qui faisaient plus que du reporting sur des indices qui n'étaient pas forcément pertinents pour leur secteur, mais qui étaient nécessaires parce que tel investisseur il regardait tel indice. Donc, la mesure, c'est bien si elle est pertinente, si elle est comparable et si elle permet d'éclairer des décisions d'investissement de façon pertinente. Parce que reporter sur plein de sujets qui ne sont pas pertinents pour votre secteur, au lieu de vous concentrer sur la grosse partie de l'impact, c'est vraiment du temps perdu pour tout le monde. Donc là aussi, il y a vraiment des progrès à faire. Et on va sans doute y arriver. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et donc, le dernier sujet, c'est l'alignement des intérêts. Quand ce que vous avez à transformer, vous n'avez pas le contrôle dessus, c'est super compliqué. Vous êtes dans une entreprise qui s'appelle Danone, où son fondateur, en 1972, avait lancé le double projet économique et social. Donc on est vraiment dans une entreprise où l'ADN est là, la conviction est là. Et pourtant, le financier, il doit amener ses résultats au marché parce que sinon, il y a un sujet avec le cours de bourse et les investisseurs n'investissent plus. Le marketeur, il doit aider à vendre d'une certaine manière à un certain prix, le vendeur vend. Donc vous avez des silos. Et si à un moment, vous ne mettez pas tout le monde en collectif sur des objectifs et des incentives, on n'aime pas, en France on n'aime pas bien l'argent, n'empêche que les bonus, ça définit les comportements. Donc dans une entreprise, quand à partir de 2008, vous dites tout le monde a 30% de bonus sur le CO2, le truc il bouge. Non mais c'est pas grave, c'est la vie. Donc il y a vraiment un sujet d'alignement des intérêts et d'intérêt à agir. What's in it for me? C'est pareil sur la diversité. Sur la diversité, il y a soit des réglementations qui disent les conseils d'administration, 40% de femmes. Là, tout le monde bouge parce que sinon, là aussi, pas de bras, pas de chocolat, il n'y a plus de jetons de présence. Et puis, vous avez l'espèce de ventre mou de l'entreprise qui continue ses process comme d'habitude. Et puis, une catégorie de personnes qui se disent « Mais en fait, moi, je vais devenir quoi? Je suis un homme, j'ai 45 ans, c'est fini. » Donc il faut apporter ces réponses, il faut expliquer pourquoi avoir de la diversité, ça fait grandir. Je veux dire, quand on recrute que des clones, c'est super efficace court terme, mais quand on pense tous pareil, on ne pense pas, donc ça fait ni avancer l'innovation, ni avancer la société. Donc c'est pas si évident que ça, parce que c'est collectif, et parce que tant qu'on n'aura pas aider à trouver chaque partie prenante et à chacun l'intérêt à agir, c'est toujours plus compliqué de mettre en mouvement. Donc ça, c'est extrêmement important dans un monde où on n'est pas en direct. C'est pas ce que je contrôle tous les matins qui fait que le changement climatique, mais je dois compter sur tout le monde. Et chacun a son rôle. Les activistes, ils ont leur rôle. Les politiques, ils ont leur rôle. Poussés, accélérés par des réglementations et par des lois. La finance, elle doit aiguiller pour financer la transformation. Parce qu'il ne s'agit pas que de dire il y a des mauvais actifs et des bons actifs. Parce que les mauvais actifs, on en a besoin pour vivre de la façon dont on vit aujourd'hui. Donc il faut arriver à les transformer aussi. Et c'est ça qui a un coût. Investir dans les solutions ou dire j'arrête d'investir dans telle et telle chose, ça n'a pas un coût, un moindre coût. Mais transitionner les actifs qu'on a créés pendant les décennies et décennies passées, c'est vraiment ça qui est important, parce que c'est ça qui fera la différence. Aujourd'hui, je pense qu'un des sujets les plus compliqués en termes de contradiction et d'alignement d'intérêts, ça reste vraiment les parties prenantes extérieures. J'ai mentionné les consommateurs, j'ai mentionné les fournisseurs. Et pour une boîte qui est cotée en bourse, c'est les actionnaires. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'outils de mesure. Ils ont les IFRS, ils ont votre compte d'exploitation, votre bilan. Ils font un multiple, c'est des chiffres, c'est simple, ça sort tout seul. Il y a même des fonds où il n'y a plus de personnes. C'est les fonds qu'on appelle les fonds indiciels.
et ils détiennent énormément de capital des grandes sociétés françaises, et c'est que par algorithme. Et cet algorithme, il fonctionne sur un tableau Excel, avec des modèles, avec des projections de cash flow, et aujourd'hui, il n'y a rien pour mesurer quel est le coût de mes externalités négatives et quelle est la valeur de mes externalités positives. Et quand on aura réussi à définir une mesure qui ne soit pas un one size fits all, parce que les secteurs sont très différents, les impacts sont très différents, mais qui soit suffisamment simple, pour reprendre le mot de Ludovic, homogène, qui permette de la comparaison et qui soit facile à lire pour prendre des décisions d'investissement, on aura gagné. Alors, il y a eu un gros progrès à la COP26, c'est IFRS, qui sont donc les normes comptables que vous connaissez, a indiqué qu'en 2023, ils auraient un standard disponible justement pour permettre d'avoir une comptabilité extra-financière. Donc on va voir, d'ici là, il faut vraiment qu'on progresse tous sur la mesure, qu'on arrive à créer des choses plus simples, des choses plus homogènes et qu'on continue à avancer. Enfin, moi je pense qu'on aura réussi quand on arrêtera de parler d'impact et de RSE. Chez Danone, on a supprimé la direction RSE il y a assez longtemps, parce qu'en fait, la réalité c'est que quand vous avez le business et la direction RSE, vous avez ceux qui font le business et ceux qui disent « attendez, il faut faire comme ci, comme ça ». Mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas le compte d'exploitation, ils n'ont pas les ressources. Donc nous, on a mergé tout ça et chaque personne, et c'est pareil chez Tikeo Capital, chaque investisseur doit être les deux. La schizophrénie, elle doit être dans chaque tête. Parce que sinon, la tension, elle ne peut pas se gérer. Et donc, c'est toute cette tension entre le court terme, le long terme, la réalité d'aujourd'hui sur le fonctionnement de tout ça versus ce dont on aurait besoin pour avancer vers demain. Et du coup, on aura gagné quand on arrêtera d'en parler, je pense. Merci Cécile. Voilà, donc la triple transition, c'est un voyage. Dans son exécution comme dans sa mesure, c'est un long voyage et qu'on vit absolument aligné. Il faut que tout le monde rame dans le même sens. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous laisser la parole et vous laisser poser des questions donc à Cécile et Ludovic. Et vous avez donc également la possibilité de poser des questions par l'intermédiaire du site du World Forum. Donc il y a un micro qui va circuler parmi vous. Je vous invite à lever la main. Avec toujours cette angoisse de la première question. Alors, si on n'a pas de questions dans la salle, est-ce qu'on a des questions sur le site? Je crains que vous ayez... On se pose des questions. On va se poser des questions. Non, mais je sens que là, il y a des gens qui veulent poser des questions, mais ils n'osent pas. No pressure. J'aime bien. Ça se retourne, ça commence, ça boue, ça boue, ça boue. C'est chaud, c'est froid. S'il n'y a pas de questions, alors je vais me permettre d'en poser. Question. Ah. Je me dévoue. En fait, vous parliez de mesures. Aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qui devrait être fait pour faire un marché mondial du carbone? Voilà, parce que voilà, sans ça, j'ai l'impression qu'on ne sait pas quelle est la valeur du carbone. Et du coup, on ne saura pas faire en sorte que chacun prenne ça au sérieux. Voilà, pour le Covid, on avait un problème mondial, on le partageait tous. Là, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une mesure de la valeur du CO2 qu'on partagerait tous? Voilà. Oh, j'en serais ravie. Vous avez raison. Et quand vous dites pour le Covid, ce qui est très intéressant, et ce que nous, on a beaucoup regardé, c'est en fait, la santé, c'est individuel. La santé, c'est individuel et on la ressent très proche de nous. La santé de la planète, c'est collectif, c'est plus loin et on n'a pas du tout le même lien finalement avec ça. Mais sur la mesure du carbone, en fait, nous, Danone, en 2019, comme personne bougeait, on a essayé de faire quelque chose et on a donc publié nos comptes où on a publié un bénéfice net par action après coût du carbone. Et on a pris effectivement, donc moi j'ai regardé toute la littérature, les coûts du carbone, et ce que je disais tout à l'heure, ça allait de 100 à 5.
On a finalement pris un coût qui nous semblait raisonnable, qu'on utilisait dans nos investissements aussi, qui était de 35 € la tonne, et on a publié ce chiffre. Donc oui, je pense qu'à un moment, il va falloir avoir une mesure claire, homogène, qui permette de comparer par secteur, parce que je pense qu'aujourd'hui, ça fait aussi peur aux industries très carbone intensives, parce qu'elles vont avoir leurs actifs ou leur compte d'exploitation. Une fois que vous mettez un coût au carbone et que vous êtes très intensif et en pleine transformation, ça va faire quand même... ça va faire par rapport à... Ça, là, on va être chez Churchill, là, parce que ça va faire assez mal. Donc il faut y aller de façon raisonnée pour pas créer non plus une espèce de panique et bien avoir des personnes qui sont claires sur quel est le secteur, où est-ce que j'ai de l'impact, à qui je me compare en fait. Je ne compare pas Total à quelqu'un qui fait du service, etc. Donc il y a tout un travail à faire, mais vous avez absolument raison. Ça aiderait beaucoup d'avoir une mesure simple. Je pense que c'est plus compliqué qu'on dit, sinon j'espère qu'on l'aurait déjà. Je pense que chaque société essaye de trouver ses marques, mais moi je suis assez confiante avec IFRS et le fait qu'ils disent qu'ils vont, ils sont engagés à venir avec un standard. Alors c'est IFRS, donc il faut être sûr qu'il y ait des vrais gens dans la vraie vie qui travaillent avec eux pour que ce soit simple et actionnable. Mais c'est bien qu'ils s'y mettent. Ludovic, un marché du carbone efficient avec un juste prix, c'est possible? C'est une question de taille de marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Européens ont leur marché carbone depuis 2006. Il n'est pas très profond, ce qui fait que le prix est très affecté par la symétrie d'information entre l'acheteur et le vendeur. Donc, en fait, il y a des arbitrages qui sont un peu réglementaires, quoi. Donc ça, c'est qu'au niveau européen. Et pourtant, on a un marché qui est là depuis un moment. Les Américains, leur marché, il n'existe même pas en termes de rapport de la taille du marché du carbone par rapport à la taille du marché financier total. Donc, nous, en Europe, ce qu'on peut faire, c'est clarifier la certification, c'est-à-dire les règles, la mesure, la qualité du marché de carbone volontaire, pour le rendre plus profond, pour que du coup, le prix reflète plus, le bassin du prix reflète plus la réalité des émissions de carbone et des besoins de crédit carbone pour les entreprises qui émettent et qui veulent compenser. Il y a aussi le carbone négatif, quoi. Donc ça, c'est pour l'Europe. Et après, la grande question, c'est d'avoir une convergence des marchés et donc une portabilité des crédits carbone entre le marché européen et le marché américain. Parce que c'est ça qui... à mon avis, on le voit déjà sur d'autres marchés où la liquidité européenne n'est vue qu'à la lumière de la liquidité mondiale. Le private equity, Cécile travaille dans ce secteur-là. C'est-à-dire le marché américain par rapport au marché européen, rien à voir. Le marché de carbone, le marché européen est bien plus grand que le marché américain, mais de toute façon, il n'est pas assez grand pour que le prix du carbone soit juste. Et donc ça, c'est le prix au sens prix du carbone, ECTS, là, enfin ETS. Après, il y a ce que Cécile racontait, le prix du carbone au sens le coût du carbone, le social cost of carbon. Ça, c'est Nordhaus, c'est les prix Nobel. C'est l'idée qu'il y a un discount qui est ce coût du carbone. Il est quelque part entre 1 et 5% de la croissance qu'on a aujourd'hui. Et est-ce qu'on le matérialise par une taxe, par un impôt, ou alors est-ce qu'en effet, on laisse le marché indiquer qu'il est en effet pas à 40 ou à 60, mais à 80 ou à 100? Ou alors est-ce qu'il faut qu'on crée une impulsion de prix? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut parce que comme le marché n'est pas un vrai marché de prix, est-ce qu'il faut, par un mécanisme de quota, fixer le prix pendant un moment, au lieu de faire la taxe carbone, pour qu'il y ait un marché qui se crée à ce moment-là et qu'il y ait des incitations à acheter et à vendre. Donc, c'est un sujet non seulement très complexe parce que la réglementation change. En Europe, par exemple, le marché du carbone va être durablement affecté par, je ne sais pas si vous l'avez vu, EU Fit for 55. Donc, il y a la réglementation européenne pour la réduction à la neutralité carbone d'ici 2050. Ils ont en gros donné les indications secteur par secteur de ce que l'Europe s'engageait à rendre comme cadre réglementaire pour la neutralité carbone. Ça, par exemple, ça peut faire ou défaire un marché. Et donc, quand on est investisseur, on n'a pas un marché qui peut se faire ou défaire. Moi, par exemple, en toute transparence, chez Allianz, je crois que c'est le mois dernier que l'équipe investissement action nous a appelé en disant en fait, on aimerait voir si on peut trader le marché du carbone. On est un investisseur institutionnel, un peu mammouth et tout. On fera jamais du crypto, on fera jamais des trucs comme ça. Et le marché du carbone, c'est maintenant. Donc, il a été créé en 2006.
c'est maintenant qu'on se dit, est-ce que c'est un marché assez liquide pour qu'on puisse le jouer, quoi, au sens où il y a des bénéfices à faire. Ça montre, par rapport à la crypto qui est beaucoup plus récente et où il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de bénéfices sur le marché, hein, juste pour dire, ça montre que ça prend du temps pour créer un marché avec la profondeur nécessaire, avec la visibilité nécessaire et avec le côté rassurant qu'a un vrai marché, c'est-à-dire le prix vaut quelque chose. Il n'est pas géré par des baleines ou par des flux, etc. Donc les blocs pour que le marché du carbone marche, ne serait-ce que dans notre zone à nous, l'Europe, ils sont déjà assez importants. Et pour moi, le vrai game changer, c'est si on arrive à avoir un marché carbone mondial. Et vous voyez que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'a pas du tout la même vision de ce qu'est la décarbonation. Même si on a tous signé l'accord de Paris, on ne voit pas du tout ça de la même façon entre les États-Unis et l'Europe. Et je passe sur la Chine. Qui est un des plus gros émetteurs, si ce n'est le plus gros émetteur. En fait, c'est le plus gros émetteur. Ils ont un engagement net zéro carbone à horizon 2060. Mais aujourd'hui, ils émettent encore plus. Vous avez vu, pendant la COP26, ils ont rallumé les centrales à charbon pour pallier l'effet prix sur la production, donc sur la facture énergétique. Donc, c'est ça le vrai enjeu. Alors que le marché action, il n'est pas mondial. Mais aujourd'hui, vous pouvez acheter des actions Apple ou Amazon, etc. Ça vous montre un peu la différence d'accès et donc le parallèle qu'il faudrait faire pour que le marché du carbone soit et que le prix du carbone soit réel, quoi. On a réussi à faire un marché mondial du blé, pourquoi on ne pourrait pas faire Ouais, mais le marché mondial du blé, il y a peut-être 10 mecs qui traitent du blé dans le monde. Ouais, et après, il y a un sujet de comment je traite la décarbonation. Parce que je fais de l'offset en achetant des crédits carbone et je continue à être très mauvais. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Ou est-ce que je travaille sur ma chaîne de valeur? Il y a des sujets de comptabilité aussi. C'est-à-dire que si dans ma chaîne de valeur, j'aide un fournisseur, un client à remettre du carbone de façon positive, le crédit appartient à qui? Enfin, il y a encore plein de choses qu'on est en train de découvrir et qu'il faut qu'on craque, qui sont extrêmement complexes sur les enjeux mais d'exit collectif. le parallèle avec le blé, c'est intéressant parce qu'on peut se dire la même chose. Ça n'a pas l'air... le blé, il faut le stocker et pourtant, un bushel de blé, il est tradé des milliers de fois par rapport au stock physique. Donc, mais c'est un marché qui s'est... Déjà, il est beaucoup plus ancien puisqu'il est centenaire, hein. Et en fait, en gros, c'est le Chicago Board of Trade. Donc, il y a un truc à Chicago, il y a 10 mecs, il y a quelques mecs à Genève, chez Cargill et tout ça, là. Et eux, ils font le prix du blé. Sur le carbone, tu vois, il faudrait, par exemple, déjà, pour commencer, qu'au moins toutes les grosses entreprises énergétiques marronasses veulent bien... Non, mais attends. veulent bien aller sur ce marché-là. Et Cécile a raison. Le problème, c'est que du coup, vous imaginez le problème, c'est que l'entreprise qui ne veut pas complètement changer son business model, parce qu'elle est riche, parce qu'elle continue d'être très fossile dans sa façon de produire, elle va pouvoir compenser son empreinte carbone pour des raisons financières, mais pas pour des raisons réelles de virtuosité, de verdissement. Et donc, mais c'est un vrai sujet. Le parallèle avec le marché du blé est intéressant parce que ça parle aux gens, c'est aussi mondial. C'est juste que la certification n'est pas la même. Mais enfin, pour la petite histoire, quand vous regardez l'histoire des marchés des matières premières, les certifications, par exemple, sur le stockage, pour éviter que, tu vois, dans le blé, par exemple, le vrai sujet, c'est l'humidité. Et donc pendant très longtemps, on ne savait pas exactement quel était le blé qui allait pourrir dans les silos, parce que les humidités étaient très différentes dans les silos de machin, de l'Arkansas, de machin, tout ça. Et donc il a fallu mettre des instruments de mesure, des instruments de standard, etc., avant que le marché du blé décolle, au point où on se rappelle en 2007, vous vous rappelez la spéculation financière qui avait suivi sur le marché des matières premières agricoles. Ben, ça, on est un peu au début, on est à ça. On est en train de mettre les températures et les humidificateurs dans les silos, ou du moins à mettre les capteurs, pour s'assurer que ce qu'on est en train de mesurer, c'est pas juste un truc pour faire plaisir au compte de résultats de l'entreprise, quoi. Merci. 2 questions par Internet. Comment la finance prend en compte l'avis des parties prenantes? Alors, comment l'assureur est à l'écoute de son environnement et comment le gestionnaire d'actifs est à l'écoute de son environnement? Non, nous on n'a pas de comité des parties prenantes. Alors après, on est en Allemagne, nous. Donc, il n'y a pas ça. Mais en Allemagne, on a la moitié du conseil de surveillance qui est des employés déjà. Donc, on a un autre système de gouvernance.
Moi, je pense que dans la finance, ce qu'on peut déjà faire, ce que j'ai dit, c'est déjà écouter déjà le client. Et puis après, on a plein de polices, de directives d'entreprise pour prendre en compte le fait qu'on ne fasse pas travailler des petits Ouïghours dans les systèmes informatiques qui vous servent. Enfin voilà, donc et d'ailleurs, c'est un vrai sujet pour les PME aujourd'hui. Toutes les PME qui veulent travailler dans les grands groupes, j'imagine Cécile a dû avoir ça chez Danone, maintenant les gros groupes font du reverse standardization, c'est-à-dire ils disent à leurs fournisseurs, si tu veux travailler avec moi, il faut que tu t'imposes une charte sur la chaîne de valeur et tout ça. Donc nous, on n'a pas, encore une fois, hein, on n'a pas forcément un comité pour faire ça, mais on est régulé. Donc, par exemple, nous, on a des stress tests climatiques à faire, voilà. Et on est à l'écoute de nos clients. Et puis, on a les employés, de toute façon, beaucoup plus représentés dans les instances dirigeantes de l'entreprise. Et puis, on s'applique des normes qui sont d'ailleurs très difficiles à mesurer. Par exemple, sur nos actifs, pour éviter le risque d'actifs échoués, pour éviter le risque d'avoir des actifs, par exemple, je sais pas moi, d'investir dans une entreprise qui va faire de la déforestation et tout ça, on a des safeguards, c'est-à-dire tous nos investissements passent au tamis de règles d'exclusion qui permettent de s'assurer qu'on ne fait pas des trucs trop dégueux, quoi. Comment on évite de faire des trucs trop dégueux, Cécile? Non, mais je pense que ça, effectivement, l'écoute des parties prenantes est importante. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, si on regarde finance ou autre secteur, et si on veut continuer à pouvoir recruter les meilleurs talents, c'est eux qui vont nous pousser le plus. Parce qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, vous n'avez plus du tout les mêmes entretiens que vous pouviez les avoir. Et ils sont beaucoup plus en recherche de sens, de vérifier que vous ne faites pas effectivement des trucs pourris. Donc je pense que ça va nous pousser. Après, il y a la réglementation, c'est-à-dire que dans la finance, maintenant, on a des labels et des références sur des fonds avec des numéros et des choses à respecter. Et vous êtes poussé par vos clients qui vous disent « mais est-ce que vous avez des fonds impact ?» etc. Donc ça commence à venir. Là où ils n'y sont pas encore complètement, c'est rendement et impact. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas pris encore le fait que le coût court terme est un investissement pour plus de valeur dans le long terme. Et parfois, les horizons d'investissement ne sont pas suffisants. Donc oui, les parties prenantes, elles font absolument partie de l'équation. Parce qu'à la fin, on a besoin de l'ensemble des parties prenantes pour continuer à avancer, continuer à croître et à exister. Donc voilà, après, il y a des injonctions qui restent assez contradictoires. Il va falloir, au fur et à mesure qu'on avance, aligner les intérêts, définir le bon niveau de vitesse pour que tout le monde s'y retrouve. Et c'est ça qui est compliqué, mais je trouve qu'on a beaucoup progressé déjà. Les vrais activistes, donc, ce sont nos clients et nos employés. Et ça, c'est une bonne chose. Une question dans la salle. Bonjour à tous. Pierre Maillard, Société Elio. On accompagne sur le terrain le financement de la rénovation et de l'efficacité énergétique auprès des industriels, des collectivités. Ça, c'était le quart d'heure pub. Pardon, voilà. C'était le quart d'heure pub. C'est juste pour expliquer le choix. Ce qu'on voit, c'est parce qu'il y en a qui ont fait la pub d'Alliance avec. Voilà. Est-ce que vous pensez être assuré en partant au ski? Bon. Tout à l'heure, on parlait de l'isolation et du chauffage. C'est vrai que c'est des sujets du quotidien, je pense, aujourd'hui. Mais ce qu'on voit sur le terrain, on a l'impression qu'il manque un acteur. Je ne sais même pas s'il y en a dans la salle. Mais on parle quand même du rôle de chacun dans le financement de la transition. Et je trouve que la banque, le milieu bancaire est très absent, voire beaucoup trop absent. Le milieu politique l'est un petit peu et commence à prendre en compte les histoires de primes, d'aides. Je ne parle pas que des particuliers, on parle beaucoup des particuliers, c'est ce que tout le monde entend, mais je parle surtout du B2B, des industriels, du transport, etc. Le milieu bancaire, à nos yeux, est totalement absent, ou très très absent. La finance, on entend un peu parler de fonds impact, et quelle est la différence? Et on entend beaucoup parler de ce que vous avez dit un peu tout à l'heure avec l'histoire des figues et du cochon, mais est-ce qu'il y a un argent sale, un argent propre? Et comment sont salis, voilà, est-ce qu'on a les mains sales quand on travaille dans des sujets qui ne sont pas orientés, allez, on va dire RSE global? Et comment, alors ma question c'est plutôt comment est-ce qu'on peut
réintégrer ou motiver le milieu bancaire et le milieu politique, parce que c'est quand même eux qui décident et qui nous permettent d'accélérer. En tout cas, ils peuvent permettre un gros coup d'élan, parce que, Mme Calice, vous parliez tout à l'heure de Danone. En 2008, vous aviez lancé pas mal de choses, et voilà, on est 13 ans après, et ça montre la lenteur des choses, et encore, c'est des organisations justement qui sont avant-gardistes et qui se lancent, qui montrent l'exemple. Mais aujourd'hui, quelles sont les solutions pour pouvoir intégrer la banque et le politique dans notre idéal et dans nos axes stratégiques, et dans ce World Forum aujourd'hui, et on en voit même pas dans les si on voit un peu le Crédit Agricole, qui est partenaire là-bas, mais peut-être plus en local. Oui, ça va être mon quart d'heure pub. Il y a un deuxième événement à 16h où vous aurez l'occasion de partager avec un banquier, en l'occurrence le Crédit Agricole. Cécile, Ludovic, comment on remet de la banque dans On a un pacte de gentleman entre les assureurs et les banquiers. On ne critique pas les banques. Bon, eux, ils n'arrêtent pas de nous pourrir, mais nous, on écrit. Non, je rigole. C'est un vrai sujet parce que les gens ne se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont en détenant leur épargne sur des dépôts d'une banque. Mais c'est vrai, les Français ont une relation très peu contrôlante, je veux dire, de leur épargne financière. Et donc, c'est un sujet de discussion en fait avec votre banquier. Là, vous parlez d'un sujet très spécifique qui est si vous voulez décarboner ou si vous voulez accompagner la décarbonation, est-ce que vous avez des crédits ? Et aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup d'entreprises se plaignent que les banquiers ne sont pas assez preneurs de risques sur une transition énergétique un peu plus rapide, qui nécessite des investissements en capital humain, en capital physique, etc. Même pas que crédit, mais aussi accompagnement financier, accompagnement, être précurseur. Les banquiers, c'est peut-être les premiers à intervenir. Lorsqu'un industriel veut relancer un bâtiment, rénover un bâtiment, un particulier veut rénover, veut acheter une maison, va faire des travaux, c'est du crédit pur. Ouais. Mais donc c'est aussi pour ça que les sociétés comme Tikeo sont... Tikeo, son métier historique, c'est la dette privée. C'est d'aller financer les entreprises là où les banques ne venaient pas et où il y a effectivement des énormes besoins. Donc c'est ça qui a permis de créer tout ce marché additionnel de dette privée qui est fait par des sociétés de gestion alternative privée et plus par des banques. Et donc du coup, c'est vrai que sur le crédit, donc il y a plein de désintermédiateurs, c'est-à-dire il y a des gens qui sont mis sur ce créneau-là parce qu'ils étaient peut-être moins soumis au même, enfin c'était pas les mêmes réglementations, etc. Où ils avaient un focus parce que le banquier, le problème c'est qu'il faut savoir faire l'autre partie du bilan, notamment les prises de participation. Après 2008-2009, les banquiers ils ont explosé les rôles de prise de participation et les rôles de crédit. Et donc du coup, il faut qu'ils fassent appel. D'ailleurs, je suis sûr que Tikeo a plein de banques comme clientes, etc. Donc sur le crédit, c'est un vrai sujet. On ne peut pas forcer les banques à faire du crédit vert. En revanche, on peut avoir une discussion sur les rendements de ce crédit, c'est-à-dire combien l'endettement vert va permettre de faire de croissance supplémentaire. Et donc, faire un business plan vert, ça s'apprend, ça s'accompagne. Et donc, c'est là où le banquier a un rôle à jouer. La BPI l'a compris très tôt. La Banque publique d'investissement, elle a compris très tôt qu'elle ne faisait pas du crédit comme une banque qui a peut-être moins le temps. Elle faisait du crédit aux entreprises en les accompagnant sur leur transition numérique, environnementale et l'export. Et donc maintenant, les banques, elles rattrapent. Vous verrez le monsieur, on a déjeuné avec le monsieur du Crédit Agricole, il est motivé, quoi. Donc si vous avez besoin d'argent, il faut y aller là, parce qu'il est chaud pour changer de modèle. C'est le premier sujet. Et les politiques, et peut-être qu'il va vous faire un taux sympa en plus, spécial Prime World Forum. Les politiques, allez voter, messieurs, dames. Vous avez vu les dernières élections, il n'y a personne qui va voter. Donc c'est bien de les regarder, de regarder Sandrine Rousseau sur TikTok ou sur Twitter. Moi, je reste convaincue que ça viendra du privé. C'est-à-dire que les politiques, ils vont pouvoir aider via des réglementations, via des lois, des contraintes. Je pense que globalement, c'est le privé qui va... Mais tu as des choix politiques qui sont plus ou moins délétères quand même. Non, voilà. Absolument. C'est pour ça que je dis ils vont influencer les lois, les réglementations et un peu la vitesse. Mais globalement, la grosse transition, je pense qu'il ne faut pas attendre. Mais par exemple, la région, ici vous avez une métropole européenne, vous avez une région.
C'est des sujets aussi que les collectivités locales, le territoire dans la transition énergétique doivent être, à mon avis, beaucoup plus présents qu'ils le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des crédits, par exemple France Relance, tout est géré depuis Bercy. Fine, il y a beaucoup de projets en région, c'est super, mais je crois qu'il y a des vrais écosystèmes d'entreprises vertueuses et de solutions technologiques pour le verdissement qui arrivent dans des bassins, des territoires qui sont spécifiques. Et donc ça, c'est important aussi. C'est pour ça que c'est bien que au World Forum, les entreprises se rencontrent, parce que souvent, on va trouver des solutions qui peuvent fonctionner et créer des cercles vertueux, j'imagine. C'est pour ça que vous avez bien raison de faire votre pub. Si vous avez des clients, si vous les aidez même un petit peu à arrêter de polluer, ce sera toujours ça de gagner pour la planète, les enfants, tout ça. Cette intelligence collective, on a dans les régions avec la troisième révolution industrielle, qui est un superbe exemple de l'alliance d'entreprises, en l'occurrence du réseau Alliance, et puis également de collectivités locales qui ont su travailler ensemble. C'est pas moi qui fais la pub, c'est Alliance CE, c'est pas Z, mais... Oui. C'est le collectif. Le collectif. Collectif. Jouons en collectif. Merci à nos deux témoins. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci d'avoir partagé votre vision d'une transition soutenable et puis également votre propre expérience. Donc, je vous rappelle notre deuxième événement qui est co-organisé par le World Forum et Lille Place Financière, financement de la transition, entreprises, financeurs, investisseurs, organismes publics, tous acteurs, avec les témoignages de Schneider, Crédit Agricole Nord-de-France, donc profitez-en, l'ADEME et Mirova. Merci beaucoup, bon après-midi.